Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Didier Reynard, président fondateur de Symbiocratie. Bonjour Didier. Bonjour Ludovic, comment allez-vous? Très bien, et vous? Alors vous êtes du côté de Lausanne, n'est-ce pas? Absolument, sur le bord du lac, à Lutry. C'est pas le meilleur, le plus mauvais endroit pour habiter, hein. Vous avez vos activités aussi Pas là-bas? vraiment. Oui, absolument. Oui, comme on peut le constater, en fait, j'utilise l'atelier-galerie de ma conjointe et on voit derrière l'une de ses œuvres. Alors Didier, c'est un vrai plaisir de vous avoir en interview. Vous avez fait un interview sur la sortie de mon livre, Le suicide monétaire aux éditions Maya. Et Absolument. donc, je vous renvoie à l'ascenseur avec grand plaisir, à la fois sur France Liberté et en coproduction avec Conscience Astrale, parce que j'ai évidemment lu votre livre qui s'appelle Le Réveil a sonné aux éditions Symbiocratie. Alors, pour commencer, Didier, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du concept de symbiocratie? Donc, vous êtes président fondateur de Symbiocratie. Euh, tout votre livre quasiment tourne autour de ce concept-là. Il y a beaucoup d'informations, vous faites des passerelles, des connexions avec différents sujets, bien entendu. On va voir ça un petit peu plus en détail, mais est-ce que vous pouvez nous présenter donc ce concept de symbiocratie? Oui. Alors, le concept de symbiocratie est né en fait d'une demande d'un de mes clients qui se posait des questions sur des problèmes de leadership dans son entreprise et qui constatait, parce qu'il avait quand même un passé universitaire, philosophique important, et il constatait que les nouvelles générations, qui étaient d'excellents techniciens, des gens qui étaient capables de mener des projets sur le plan technologique, mais il n'y avait pas la dynamique humaine qu'il avait rencontrée avec les baby boomers et une génération après les baby boomers, c'est-à-dire avec des gens qui arrivaient à développer de la motivation, de l'inspiration, à créer du sens, etc. Et il m'a dit, mais comment ça se fait qu'il y ait des différences comme ça entre générations? J'arrive pas à trouver des managers leaders. J'ai des managers qui sont des gestionnaires techniciens, qui sont d'excellents gestionnaires sur le plan rationnel, on va dire, mais pas sur le plan humain. Or, il avait cette intime conviction, puisqu'à l'époque, quand il m'a posé la question, il avait 70 ans, que, en fait, la dynamique humaine, la créativité dans son entreprise était en grande partie due à cette qualité de gestionnaire, à cette qualité de manager qui était capable de créer du sens, d'inspirer, de motiver, d'impliquer ses équipes. Voilà, c'est parti de là. Et là, à partir de là, j'ai constitué une équipe sur laquelle on a réfléchi. On s'est dit, d'abord, c'est quoi le leadership? Et on s'est aperçu qu'en fait, 90% des gens qui parlent de leadership ne savent pas de quoi ils parlent. C'est du grand n'importe quoi. Pour eux, le leadership, c'est être mis en avant, c'est passer dans les journaux, c'est être vu comme un leader, c'est être applaudi comme un leader. Or, c'est pas du tout ça. Les meilleurs leaders, en fait, on les connaît pas. Ils sont discrets, ils sont feutrés, ils sont effacés, mais ils agissent dans l'ombre. Ce sont des inspirateurs, ce sont des créateurs, ce sont des motivateurs extrêmement discrets. Voilà. Et alors, on s'est dit, puisque mon approche, en fait, ça c'est mon quatrième ouvrage, mais dans le premier que j'avais écrit avec mon ami Philippe Leron, neurologue, à la Salpêtrière à Paris, on avait réfléchi sur les fonctionnalités neurologiques, psychoneurologiques, etc. Et on s'est aperçu, en fait, grâce à ce bagage, j'allais dire, cette première étape parce qu'il n'y a pas de hasard, les portes s'ouvrent quand on recherche quelque chose. Donc, on s'est aperçu qu'en fait, les vrais leaders ont un certain nombre de points en commun et notamment, on a fait des recherches sur l'histoire, jusqu'à 2500 ans avant Jésus-Christ avec Alexandre le Grand notamment, et on s'est aperçu que, des leaders de cette époque-là ou des vrais leaders de notre époque aujourd'hui avaient des points en commun. Donc ils avaient un mode de fonctionnement totalement, adaptés à toutes les situations. Ils arrivent à rebondir en situation de chaos, ils arrivent à anticiper, ils arrivent à ressentir et ils arrivent aussi à créer des situations totalement favorables
pour l'humanité, pour les humains, pour les gens qu'il manage, etc., etc. Donc on s'est dit, mais c'est quoi ça, ce mode de fonctionnement? Et à partir de là, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait un certain nombre de fonctionnements qui étaient dus, un, à la culture, c'est-à-dire que plus les gens sont cultivés, je ne parle pas de savoir, hein, je parle de culture, c'est-à-dire des gens qui sont curieux, qui s'intéressent, qui posent des questions, qui remettent en cause le discours, qui valident et recherchent au niveau des informations, qui regardent les sources, qui confrontent les sources, etc. Ces gens-là ont déjà une prédisposition à être d'excellents leaders, qu'ils soient extravertis ou introvertis, parce que ça n'a rien à voir. On nous présente toujours des leaders qui sont un petit peu des gens très extravertis, capables d'effets de manche, capables de beaux discours, etc. Mais très souvent, ce ne sont pas des leaders, ce sont des acteurs. Donc, ne confondons pas. Donc, on s'est aperçu que la base première, c'était la culture. Et la culture, c'est pas connaître Platon ou Socrate par cœur. C'est cette capacité à discerner, cette capacité à confronter, cette capacité à avoir le sens de l'analyse critique, à remettre en cause les choses, etc. Donc, autant se dire qu'à notre époque, les leaders deviennent rares. Ça, c'est une première chose, puisqu'en fait, la plupart des gens qui sont en poste sont des gens plutôt obéissants et ce sont des gens qui ne remettent pas en cause, mais qui exécutent. Donc, ce ne sont pas des leaders. Voilà. Le deuxième point, c'est d'avoir un sens du résultat, le résultat humain et matériel, c'est-à-dire de ne pas être sans arrêt à rechercher le résultat matériel, mais à bien considérer que le résultat matériel est dû à un résultat humain, donc être capable de gérer les deux. Donc, deuxième point. Troisième point, c'est d'avoir une ambition altruiste. Alors ça, c'est un des mots-clés de la recherche, parce que quand on a de la culture, quand on recherche du résultat humain et matériel, on va se tourner vers cette notion d'ambition altruiste, qui est en fait un facteur de créativité, un facteur déclenchant en termes de créativité, qui permet justement d'avoir des idées et de se dire, qu'est-ce que je peux apporter au monde, le monde qui est en chaos, le monde qui va bien, le monde qui est en détresse, le monde qui euh, se pose des questions, que ce soit sur ses placements financiers ou sur comment vivre à la fin du mois, parce que les deux sont à prendre en considération. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont créatifs et qui ont des idées pour venir en aide, que ce soit à des gens dans la détresse ou que ce soit à des gens qui ont, j'allais dire, des problèmes matériels tout simples. Et puis, viennent se greffer là-dessus la notion de valeur. Et la notion de valeur est très, très importante puisque le mot valeur, c'est un polysème, c'est un mot qui a un double sens. Il y a les valeurs matérielles et il y a les valeurs humaines. Et on s'est aperçu qu'en fait, les gens qui ont des valeurs matérielles et des valeurs humaines qui soient en cohérence ont un pouvoir de réussite beaucoup plus important que la moyenne des autres. Alors, à partir de là, on a créé effectivement une méthode, c'est pas simplement un concept, c'est une méthodologie qui permet aux gens de travailler sur la notion de culture, sur la notion de valeur, sur la notion d'ambition altruiste et on les accompagne pour pouvoir justement redistribuer les cartes, comprendre beaucoup mieux le monde qui s'entoure, comment rebondir et comment créer de la richesse qui soit à la fois humaine et matérielle. Voilà. En gros et en synthèse, pour pas faire trop long sur votre interview, voilà le principe même de la symbiocratie, c'est-à-dire de mettre ensemble, et aujourd'hui c'est d'autant plus important, de mettre ensemble nos talents, puisqu'on a tous des talents différents, on a tous des profils psychologiques plus ou moins différents, et de se respecter les uns les autres pour qu'en mettant ensemble nos talents, que la somme des talents de chacun soit en finale beaucoup plus importante qu'une addition simplement mathématique. Après, on peut rentrer dans plein de détails sur le plan de la physique, sur le plan de la neurologie, sur le plan de la psychoneurologie, etc., pour démontrer qu'en fait, ça fonctionne. C'est-à-dire que si je prends en considération le pouvoir de chacun, et c'est ça, en fait, la symbiocratie, ça vient du kratos, de symbiose et du kratos grec, qui est le pouvoir qu'on nous donne et non pas le pouvoir que l'on prend. Et plus je donne en tant que manager du pouvoir aux autres, plus je prends en considération ses valeurs,
plus je prends en considération ses talents et plus je vais créer de la richesse en l'additionnant, en le mélangeant, si j'ose dire, avec le talent des autres et le potentiel des autres, le pouvoir des autres, le kratos des autres. Voilà, en gros. Alors Didier, vous avez un parcours passionnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, ce qui vous a conduit sur cette symbiocratie? Vous pouvez nous expliquer un petit peu le cheminement parce que nos éditeurs ont certainement envie d'en savoir plus sur vous, ce qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a amené jusque-là en fait? Alors en fait, j'ai toujours été un vilain petit canard ou certains disent un mouton noir ou un rebelle ou tout ce qu'on veut, depuis très, très jeune, à tel point que vers l'âge de 10, 11 ans, mes parents ne comprenaient pas comment je fonctionnais, parce que j'étais toujours à la recherche du pourquoi, du comprendre et surtout lorsque j'entendais des choses, lorsque je voyais des choses, j'avais une grande expression dont tout le monde se moquait, dans ma famille, ça s'appelait «dommage». Dommage. On me disait: «Mais pourquoi tu dis dommage?» «Parce qu'on pourrait faire autrement». Mais qu'est-ce mais on ne cherchait pas à savoir, comment je voyais les choses et effectivement, quand j'entendais des choses, quand je voyais des gens qui, en fait, n'avaient qu'une seule vue ou qu'une seule compréhension d'une situation, je disais: «Dommage», parce que dans toute situation, il y a plusieurs façons de voir les choses et en fait, j'ai été détecté au potentiel à l'âge de 10, 11 ans avec un psychiatre qui s'appelait Copernic, ça s'invente pas et qui a dit à mes parents: «Foutez-lui la paix, il ne fonctionne pas comme vous». En gros, je fais une synthèse, hein et donc parce que pour me foutre la paix et parce que je ne fonctionnais pas comme eux, on m'a mis en pension chez les bons pères maristes, voilà. Et qui eux avaient parfaitement compris qu'en fait j'avais un autre mode de fonctionnement, même si mes résultats scolaires évidemment étaient catastrophiques, puisque quand on me posait une question, je ne répondais pas bêtement à la question, j'allais répondre de 3 ou 4 façons différentes à cette question et donc créer le débat et créer la rencontre et on me disait: «Mais c'est tu as répondu à la question, ta réponse n'est pas idiote, mais c'est pas la réponse qui était la bonne parce que effectivement à l'école, quand on nous pose une question, il faut répondre d'une certaine façon à cette question, puisque normalement on est censé avoir appris par cœur la réponse à la question. Voilà et moi j'apprenais pas par cœur la réponse à la question, j'allais chercher dans différents livres et je répondais de 3 ou 4 façons différentes. Donc j'ai eu juste une professeure de français qui avait bien compris comment je fonctionnais, mais les autres et puis une professeure de dessin et d'art plastique aussi, qui avait bien compris comment je fonctionnais, mais les autres, pour eux, eh ben, on ne devait pas créer le débat, on devait répondre à la question. Et de là, bon, j'ai eu un parcours atypique parce que je suis un curieux, donc je me suis intéressé à des milliers de choses. J'ai fait des études en architecture d'intérieur, et puis je me suis intéressé au graphisme, et puis à la photo, et puis à la publicité, et puis au marketing, etc., etc. Pour finir par m'apercevoir qu'en fait, il y avait un dénominateur commun là-dedans, c'est qu'on dépensait des millions, voire des milliards en communication, en marketing, en emballage, ce qui était tout à fait passionnant, hein. Mais les individus dans les entreprises ne sont pas pris en considération et je me suis dit: «Mais si on dépensait juste 10 des budgets marketing en formation, en accompagnement, en élévation de conscience, en création de sens dans les entreprises, mais on pourrait avoir des résultats absolument incroyables. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie, puis à la neurologie, puis au système psychoneurologique, et puis à la physique. Et je me suis aperçu qu'en fait, surtout en ce moment, on s'aperçoit que tout se rejoint. Tout se rejoint, c'est-à-dire pour avoir du résultat, pour créer sans arrêt un monde nouveau, pour créer des produits et des services adaptés au monde qui est en train d'évoluer, en train de se transformer, eh ben, ça passe pas forcément par des études de marché. Et d'ailleurs, si on regarde certains parcours de très grande réussite industrielle, il y a eu des gens parfaitement intuitifs qui ont créé des empires et sans faire d'études de marché, simplement parce qu'ils avaient cette capacité à capter l'information et à la transformer en objet au service de la population, au service de l'humanité. Après, parfois, ça a été dévoyé et malencontreusement, mis entre les mains de gens qui ne sont pas forcément sains avec des valeurs humanistes, mais
C'est le constat que nous avons fait aussi en faisant l'étude sur la symbiocratie, enfin qui est devenue la symbiocratie, puisque on a cherché un titre, un nom pour expliquer tout ça. Et donc, on a pu comme ça s'apercevoir qu'il y a des gens qui ont cette forme de fonctionnement. Et c'est grâce à ce parcours de curiosité, d'information, de rencontres aussi avec des gens absolument incroyables, parfois autodidactes, parfois super diplômés, mais complètement décalés, que j'ai pu enregistrer de l'information et comme ça, bah, en venir alors j'ai été ensuite formateur et puis je me suis mis à faire des conférences pour expliquer tout ça et en arriver en finale à m'apercevoir qu'en fait cette méthode, c'était une ouverture de l'esprit, du cœur et c'était une façon de s'aligner au niveau de notre esprit, de notre cœur et de notre âme. Et que grâce à ça, je me suis aperçu que les gens que j'avais accompagnés, soit en coaching, soit en formation, avaient cette ouverture spirituelle et que cette ouverture spirituelle était en fait une réponse. Alors je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. Euh, j'ai baigné dans un certain nombre de religions du fait de mes origines et il est très, très important de prendre en considération que cette ouverture spirituelle, cette ouverture de l'âme, cette compréhension, cet alignement que les gens peuvent faire, c'est l'ouverture à des richesses aussi bien humaines que matérielles. Et aujourd'hui, je vois des gens qui sont dans la matérialité à 300%, qui sont stressés parce que le monde se transforme, qu'ils ont peur de tout perdre, alors qu'en fait, la réponse, elle est en eux, elle est dans cette ouverture de l'âme, de l'esprit et du cœur, et que ça va leur donner un pouvoir créatif, un pouvoir créateur qui va leur permettre de continuer à développer des richesses au service de l'humanité et aussi, parce qu'il n'y a aucune honte à ça, de créer des richesses pour eux-mêmes. Alors Didier, vous êtes auteur du livre Le Réveil, Le Réveil a sonné aux éditions Symbiocratie, donc qui est sorti au mois d'août. Et finalement, le titre est assez évocateur. La réunion des cœurs, des âmes et des esprits est en route. Pourquoi vous avez Ouais, choisi ce titre? parce que il y a, quand on fait la lecture de l'histoire, quand on fait la lecture d'un certain nombre de philosophes, il y a des périodes clés dans l'humanité et des périodes de bascule. Et nous sommes dans une période de bascule. Tous les stratèges, tous ceux qui font de l'analyse, tous ceux, les philosophes, certains scientifiques, etc., sont parfaitement conscients que nous sommes dans une période de bascule. Alors maintenant, libre à nous de se dire, est-ce qu'on bascule du côté sombre de la force, si j'ose dire, ou est-ce qu'on bascule dans la lumière? Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas cette approche parce que parfois, ils n'ont pas le niveau, j'allais dire, d'éducation, de philosophie, pas forcément dû à l'école, parce qu'en fait, j'ai rencontré des gens très sains, qui sont dans des milieux fort peu aisés, qui sont aussi bien des paysans, des maraîchers, des ouvriers, et cetera, qui eux, parce qu'ils ont cette culture de l'humanité, comprennent parfaitement ce qui est en train de se passer et comprennent parfaitement de quel côté on veut nous entraîner. Et il est libre à nous d'accepter ou pas d'être entraînés du côté noir ou du côté de la lumière. Donc j'ai choisi ce titre parce que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens qui managent la situation actuelle, en voulant nous entraîner dans le côté sombre, eh bien, se rendent compte en ce moment, et ils ne s'y attendaient pas, que il y a une grosse partie de l'humanité qui ne veut pas aller dans ce côté sombre et qui est en train de s'éveiller et certains sont même déjà éveillés. Et il y a un moment historique, c'est ce point de bascule. Est-ce que nous allons accepter de rentrer dans ce côté sombre en disant bah oui, mais c'est normal, qu'est-ce que tu veux, on est trop nombreux sur Terre, qu'est-ce que tu veux, on n'a pas le pouvoir de décider. Et Didier, excusez-moi, vous pouvez expliciter plus ce concept sombre de qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, en fait, si on s'intéresse, il y a toujours eu, depuis la nuit des temps, parce que ce qu'on vit aujourd'hui n'est qu'une répétition, sans arrêt, à peu près toujours la même. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des forces qui s'opposaient.
des forces positives et des forces négatives. Et c'est normal, ça fait partie de l'équilibre des choses. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre euh, de personnes, on parle de 13 familles qui dirigent le monde. Ce sont 13 familles qui ont le pouvoir financier sur cette planète et qui ont décidé qu'il y avait quelques milliards d'individus en trop, qui ont décidé qu'il fallait supprimer le petit commerce, les ouvriers, le service à domicile, etc., etc., et que tout, grâce à la technologie, pouvait être managé par quelques familles et donc des gens qui sont les esclaves de ces familles et qui s'exécutent parce que on leur donne un certain pouvoir, on leur donne une certaine notoriété, on leur donne de très gros revenus qui ne représentent rien par rapport à la fortune de ces familles, et ils s'exécutent dans un plan qui a été mis en place par ces gens qui pensent que la technologie peut remplacer l'homme et que l'homme, en fait, est devenu, enfin l'homme, l'humain, est devenu un objet, sauf eux, et qu'à ce titre, eh ben, on peut se permettre d'en supprimer un certain nombre. Ça, c'est ce que j'appellerais la force noire. Mais c'est pas nouveau comme approche. Ça a toujours existé, comme je dis toujours, dans la nuit des temps, où il y a des gens qui se sont crus supérieurs aux autres et qui estimaient avoir un droit de vie ou de mort sur les autres. Voilà. Et pour moi, qui suis donc un hyper émotionnel, avec tout ce que ça comporte de notions de justice, de notions de vérité, de recherche de la vérité, etc., eh ben, c'est pas acceptable. Et puis, il y a les gens qui sont dans la lumière et qui ne sont pas forcément dans une religion, parce que je ne crois plus aux religions. Je pense que, quelles que soient nos origines, qu'on soit juif, arabe, d'ailleurs, autrefois, les Juifs et les Arabes étaient très amis et se mariaient entre eux. Si on relit l'histoire, il n'y avait jamais eu de conflit entre eux. Ces conflits ont été organisés aussi par ces mêmes qui veulent dominer le monde, puisque la technique de base, c'est de nous diviser et de nous monter les uns contre les autres pour que eux puissent avoir le pouvoir, pour nous soumettre, nous mettre en état d'esclavage et ensuite arriver à nous dire on va vous sauver. C'est le fameux triangle de Karpman que j'explique dans 2 ou 3 vidéos que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Il suffit de taper mon nom, Didier Reynac, Symbiocratie, et vous allez les retrouver. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons des gens qui nous mettent en situation de victime, qui se placent en situation de sauveur, alors qu'en fait, ils sont les persécuteurs. Et ça, je veux dire, on peut relire l'histoire sous tous les angles et ça a toujours existé. Et nous sommes à ce point de bascule avec néanmoins un niveau de conscience nettement supérieur où les gens comprennent parfaitement ce qui se passe aujourd'hui. Et si j'ai pris ce titre, Le réveil a sonné, et la réunion des cœurs, des âmes et des esprits est en chemin, c'est parce qu'il y a des gens qui, et ça va bien au-delà de la Covid, qui a servi à diviser les gens, à diviser les familles, à détruire des relations humaines, eh bien, ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que si nous comprenons ce qui se passe, pardonnons-nous, rentrons dans cette notion de pardon que j'explique dans le livre, et commençons à créer un monde complètement différent, mais un monde qui est tourné vers la lumière. N'essayons pas de nous battre contre ceux qui, de toute façon, ont des moyens colossaux que nous n'avons pas. N'essayons pas, il faut même leur pardonner, et j'explique très très bien dans ce livre que si nous leur pardonnons, si nous prions pour leur âme, il va y avoir des transformations qui s'opèrent. Et on sait, un certain nombre de scientifiques, notamment dans la physique quantique, savent parfaitement expliquer cela. J'ai interviewé notamment Philippe Guillemont aussi là-dessus, mais il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres qui expliquent ça encore différemment de lui, mais qui le rejoignent aussi, ils se rejoignent tous d'ailleurs, sur la même impression. Si nous sommes dans une dynamique positive, si nous nous rejoignons dans cette dynamique positive, nous allons pouvoir créer ce monde auquel nous aspirons. Et là, je mets encore un bémol, c'est qu'il y a ce foutu, pardonnez-moi l'expression, ce foutu putain d'ego. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui se créent pour survivre, pour s'organiser, pour préparer le nouveau monde. Et à l'intérieur, à chaque fois, il y a un foutu putain d'ego qui vient se mettre en place et qui va soit récupérer pour se mettre en avant tout ce qui a été fait par les prédécesseurs, ou qui va
essayer d'exploiter la situation, et lorsqu'il va être en danger, il se soumettra à cette force sombre pour éviter d'être piégé ou de se mettre en danger. Parce qu'à chaque fois qu'il y a ces basculements-là, bien sûr qu'il y a des gens qui vont souffrir. Bien sûr qu'il y a des gens en première ligne à qui on va bloquer le compte en banque, à qui on va crever les pneus, à qui on va et d'ailleurs, on le voit d'ailleurs, des gens qui sont mis en asile psychiatrique pour que surtout ils ne parlent plus. On est dans ce moment où il se passe des choses de ce genre, mais il ne faut pas avoir peur parce que bah, si nous avons des enfants, des petits-enfants, et c'est là la dimension de l'amour, peut-être qu'on lui laissera notre peau, mais on va peut-être. Il vaut mieux que on soit une centaine ou un millier à y laisser notre peau, mais que ça bascule dans le bon sens, plutôt que de se soumettre et de voir nos enfants et nos petits-enfants passer et être soumis dans cette force sombre. Donc cette force sombre, elle existe. Il y a d'ailleurs un livre qui vient de sortir de Claude Janvier qui s'appelle Les Démasqués, qui explique très très bien comment le monde est absolument phagocyté, corrompu pour que cette force sombre prenne le dessus. Et moi, ce que je propose dans mon livre, c'est de dire: arrêtons d'avoir peur. Il y a toujours eu ce genre de combat, sauf qu'aujourd'hui, il est flagrant, on l'a sous les yeux. Le refuser et être dans le déni, ça ne servira à rien. Réunissons-nous et chacun à notre niveau, parce que certains vont dire non, parce que certains vont avoir des comportements très positifs, parce que certains ouvriront leur cœur, leur âme et leurs esprits et vont trouver des solutions et vont être créatifs par rapport à cette situation, alors nous allons pouvoir construire ce monde. Et puis ceux qui voudront être beaucoup plus, et on le voit bien d'ailleurs au niveau de la géopolitique entre d'un côté les États-Unis et de l'autre côté le BRICS, on voit bien la séparation de ces mondes qui s'opèrent avec des leaders ou des dirigeants de pays qui ont le souci de leur peuple et ceux qui ont le souci de leur portefeuille et de leur pouvoir, parce qu'en fait, le pouvoir va même au-dessus de leur portefeuille sur le plan psychoneurologique. C'est beaucoup plus important pour eux d'avoir le pouvoir et ils savent qu'en ayant le pouvoir, ils auront de l'argent. Alors, Voilà. tout à l'heure, vous parliez de 13 familles, donc on parle là des 13 familles Illuminati. Euh, quand j'étais aux États-Unis, je m'étais procuré un livre qui s'appelait Bloodlines of the Illuminati de Fritz Springmeier, un bouquin épais comme ça qui expliquait qu'il y avait des consanguinités entre plus de 40, plus de 40 présidents américains. Donc, est-ce qu'on peut passer juste un petit peu plus de temps sur ce point-là pour comprendre l'impact qu'ont les forces sombres sur la réalité actuelle? Les forces sombres, elles datent des années 1600-1700. Ça s'est mis en place à ce moment-là. Et elles se sont. Et le point névralgique de toutes ces forces sombres, c'est la City à Londres, qui, vous le savez beaucoup mieux que moi, puisque vous avez étudié la question et que dans votre livre, vous en parlez. La City à Londres n'est pas un territoire britannique, c'est un territoire qui appartient justement à ces 13 familles qui dirigent le monde sur le plan financier. Et oui, il y a cet effet de consanguinité, exactement comme il y a eu l'effet de consanguinité chez les rois et les reines à une certaine époque, au Moyen Âge et autres, c'est-à-dire qu'ils se mariaient entre eux pour consolider, c'est aussi simple que ça, hein, pour consolider leur territoire et consolider leur pouvoir. Donc le roi de France a épousé euh, Marie-Antoinette d'Autriche. Il y a eu, je ne sais plus si c'était Louis XI ou Louis XIII qui a épousé l'infante d'Espagne, etc., etc. Donc on se mariait entre soi pour faire des alliances qui permettaient de résister à l'envahisseur. Et pour autant, il y a toujours eu des envahisseurs. Eh bien, c'est exactement la même chose, effectivement, au niveau de ces 13 familles. Ils se marient entre eux. Pourquoi? Bah, parce qu'ils se fréquentent entre eux, parce qu'ils croient dans les mêmes pouvoirs, ils croient dans les mêmes valeurs. Donc, il est tout à fait normal, et on appelle ça de l'amour, parce qu'ils partagent les mêmes valeurs matérielles et les mêmes valeurs morales. C'est aussi simple que ça. C'est même pas un calcul machiavélique. C'est que vous vous mariez entre vous. Si demain matin,
vous êtes, juif et que vous tombez amoureux d'une femme musulmane et que la famille musulmane ou la famille juive vous refuse ce mariage, et va donc faire en sorte que vous épousiez, si vous êtes musulmane, un musulman et si vous êtes juive, une juive et c'est exactement la même chose. Ça se situe quasiment au niveau spirituel, c'est un niveau de croyance, c'est un niveau de conviction par rapport au milieu dans lequel vous êtes né et c'est ça qui se passe. Alors certains vont dire: «Oui, mais c'est un complot». C'est une forme, de garantie de conserver le pouvoir par rapport à une situation et c'est rentré dans leur gène aussi bien comme je le disais, comme l'ont fait les rois de France ou d'autres rois ou d'autres princes, d'autres pays. Ils se sont mariés entre eux, ça s'est passé en Russie avec, les tsars, donc il y a rien de neuf sous le soleil. Est-ce qu'il y a une dimension énergétique? Parce que d'après les informations qu'on a, ils utilisent, une sorte de d'énergie, c'est pas seulement une Il y a reproduction une entre eux, il y a une dimension oui, oui. énergétique derrière. La science leur a permis de prendre conscience qu'il y a cette dimension énergétique, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont aujourd'hui propriétaires de tous les médias et que les médias ont pour ordre de nous garder en vibration et fréquence basse, de telle sorte que nous soyons dépressifs, de telle sorte qu'on puisse prendre des médicaments qui nous garderont en fréquence basse, puisque là, on le sait aussi au niveau des médicaments, et ça m'a été très brillamment expliqué par un jeune chaman, que j'avais rencontré, quand j'étais au Québec, qui nous a dit: «Vous les hommes blancs, bah, avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse, vous nous avez volé notre médecine», mais pas qu'aux chamans du Québec, hein, à toutes les médecines naturelles, mais vous les avez synthétisées avec du pétrole et avec des produits chimiques. Donc les pilules que vous avalez n'ont absolument pas la même vibration que les produits naturels. D'ailleurs, c'est pour ça que les produits naturels sont de plus en plus interdits. Il n'y a pas de hasard et de ce fait, vous n'avez gardé que la partie physique avec des conséquences physiques et vous avez complètement oublié la partie vibratoire du produit, c'est-à-dire, en fait, non, je fais une erreur dans mon explication. Il m'a dit: «Vous avez conservé la partie chimique du produit que vous avez synthétisé et qui n'a donc absolument pas le même niveau vibratoire puisque vous n'avez pas conservé la partie physique des plantes et autres espèces qui nous servent à nous soigner et c'est la partie physique, je vais juste vous prendre par exemple l'aloe vera qui est un cactus, eh bien lorsque vous voulez vous soigner, vous pouvez prendre effectivement des pilules d'aloe vera, vous n'aurez pas le même résultat que si vous prenez une plante d'aloe vera, que vous prenez la feuille et que vous la passez sur la partie par exemple qui est à cicatriser ou pour une brûlure. Pourquoi? Parce que en utilisant la plante, vous utilisez aussi la partie chimique et la partie physique, c'est-à-dire la partie vibratoire. Dans cette partie vibratoire et effectivement la partie sombre du monde actuel qui veut nous entraîner et nous faire basculer dans la partie sombre, fait en sorte que tous ceux qui sont complètement hypnotisés par les écrans de télévision soient en vibration et fréquence basse. C'est-à-dire, ils sont dans la peur, ils sont dans l'angoisse, ils sont dans l'anxiété, ils sont dans le stress. Ils vont aller prendre des pilules qui vont les laisser dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans le stress. Ça va leur permettre de dormir, sans doute, mais ça va pas leur permettre de s'éveiller. Ce qui va leur permettre de s'éveiller, c'est la rencontre avec les autres. Oui, me direz-vous, mais lorsque moi-même je rencontre des gens qui ont subi ce lavage de cerveau, qui sont allés se faire vacciner une fois, 2 fois, 3 fois, enfin, je ne devrais pas utiliser le mot vaccin, c'est une injection, et qui croient vraiment qu'effectivement il s'est passé quelque chose. Alors, il y en a qui sont en parfaite santé parce que dans cette période d'injection, il y a eu plus de 30 de gens qui ont reçu un placebo, donc ils ne vivront aucun problème, puisque en fait, c'est un essai à l'échelon mondial, essai prévu dans les contrats avec les gouvernements, à savoir que, ils ont donné le droit au laboratoire de faire un essai à l'échelon mondial. Donc il y a des gens qui ont reçu différents vaccins, ils le savent parfaitement, c'est un essai et ils regardent maintenant ce qui se passe à l'échelon mondial. Nous avons servi de cobayes, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ces gens qui voient mourir autour d'eux des gens
et qui sont eux-mêmes injectés sont dans un stress terrible, mais ils sont aussi dans le déni. C'est très difficile d'avouer qu'on s'est fait escroquer psychologiquement. C'est très, très difficile et le point clé, le point important aujourd'hui, c'est de se pardonner à soi-même et que ceux qui peut-être ne sont pas injectés ou qui sont injectés se pardonnent aux autres. Il faut qu'on se remette tous ensemble autour d'une chose qui est beaucoup plus importante, c'est l'humanité, c'est la vie, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de nos petits-enfants. Qu'est-ce qui va se passer si jamais vous, parents, vous êtes injectés et que vos enfants ne sont pas injectés et que vous venez à décéder? Est-ce que vous avez pris vos précautions? Est-ce que vous avez organisé cela? Eh bien, c'est peut-être en parlant, c'est peut-être en mettant tout ça sur la table, sans haine, sans vengeance, en toute bienveillance, dans le pardon, qu'on va pouvoir organiser les choses. Il y a des parents, il y a des grands-parents qui n'ont pas été injectés et qui n'attendent qu'une chose, c'est de recevoir, ils sont prêts à vous aider et à faire en sorte qu'on puisse construire ensemble un autre monde. Si vous avez reçu un placebo, bah, très bien, mais ça, on va le savoir dans les 5 à 10 ans qui viennent. Donc, on a 5 à 10 ans de stress et d'angoisse éventuellement sur la tête des gens qui ont été injectés. C'est épouvantable comme situation. Alors, accompagnons-les, rions, vivons, créons ensemble quelque chose et puis on verra bien. Vivons au jour le jour, mais sortons de cette torpeur, sortons de cette vibration basse qui nous angoisse, qui nous stresse. Coupons les postes de télévision, arrêtons d'acheter les journaux. C'est ça notre premier pouvoir, en fait. Notre premier pouvoir de citoyen à l'échelon du monde, c'est de couper ces télévisions. Si elles n'ont plus d'auditeurs, elles vont devenir quoi? Notre pouvoir de citoyen, c'est arrêtons d'acheter de la malbouffe. Oui, effectivement, et j'en parlais hier soir en interviewant Claude Janvier avec son livre Les Démasqués, eh bien, si on arrête. La malbouffe a un effet, d'abord sur le mental, parce que c'est bourré de sucre. Deuxièmement, c'est que cet effet fait qu'on a toujours faim. Cet effet fait qu'on est pris dans un scénario alimentaire qui nous fait baisser aussi nos vibrations et nous met dans le stress et dans l'angoisse. Si on mange sainement, ça coûte un petit peu plus cher, mais on mange moins parce que ça nous rassasie, parce que notre corps et notre cœur aussi, notre âme et notre esprit sont en meilleur état. Donc on a des effets positifs. Simplement, il faut oser. Et comme je le disais, l'une des premières choses à faire en tant que citoyen, arrêtons de nourrir les industries alimentaires qui nous empoisonnent. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas de travail. Eh bien, peut-être que s'ils allaient faire les courses chez les maraîchers, chez les paysans, chez les petits producteurs, et qu'en même temps, ils faisaient les courses pour ceux qui sont obligés de travailler pour nourrir leurs enfants. Il faut commencer à se regrouper, à faire des choses de ce genre dans la bienveillance pour pouvoir justement commencer à construire ce nouveau monde. Parce qu'il est bien évident que quelqu'un qui a 12 heures effectives sur le terrain entre son travail, les transports, l'angoisse, le stress, l'école des enfants, pour faire les courses, il va aller dans une grande surface. Alors Parce justement, Didier, c'est intéressant ce que vous dites. Finalement, quel est le modèle qu'il faudrait adopter aujourd'hui en termes de consommation? Donc shorter toutes les multinationales, dans la cosmétique ou l'agroalimentaire, plutôt s'approvisionner au niveau local, c'est ça? Alors, il faut revenir à un niveau local. C'est bien évident que, si on a la chance d'habiter une petite ville ou un village et qu'il y a des agriculteurs dans le coin, d'aller se fournir chez eux, d'aller même se former chez eux, apprendre à cultiver son jardin ou leur donner un coup de main. Si on est au chômage, on peut parfaitement leur donner un coup de main ou si on est à la retraite, mais encore en bon état physique, on peut leur donner un coup de main pour redistribuer localement en les achetant à un prix peut-être inférieur au supermarché, mais en tous les cas supérieur au prix auquel ils le vendent au supermarché. Il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là. Alors évidemment, ceux qui sont le plus handicapés, ce sont ceux qui sont dans les villes et pire encore dans les cités. Parce que eux, du fait qu'ils soient dans les cités, ils sont maintenus en niveau
en fréquence et en vibration très, très basse. Alors, qu'est-ce qui peut, là aussi, changer la donne? Et c'est cette notion de spiritualité que j'aborde dans le livre, c'est-à-dire de se regrouper pour, non pas, moi j'appelle ça une prière ou un mantra, ou après vous prenez les noms que vous voulez, mais se regrouper ensemble pour remonter nos vibrations, pour remonter cette vision d'espoir et cette créativité qui est en chacun d'entre nous. Or, qu'est-ce qui se passe dans les cités? Eh bien, c'est la violence, c'est la vengeance qui est entretenue volontairement, justement, pour éviter que ces gens-là ne s'éveillent. Or, si vous voulez prendre le pouvoir dans une cité aujourd'hui, c'est par cette dimension spirituelle que ça va se passer. Et quelles que soient vos origines, que vous moi je parle avec des musulmans, je parle avec des juifs, je parle avec des orthodoxes, ils le savent tous que ça passe par là. Et c'est aujourd'hui, ensemble, que ça doit se passer par là, quelles que soient nos origines et quel que soit le lieu où nous vivons. Il y a des gens extraordinaires dans les cités qui, justement, essayent de sauver les enfants, de les accompagner, de faire en sorte que l'école se passe bien, de faire en sorte qu'il y ait d'autres convictions, d'autres croyances que la violence, que la drogue et toutes ces choses-là. Mais il faut savoir que, et ça on le sait aussi par des rapports qui sont sortis de la CIA, c'est que un certain nombre de drogues sont distribuées par les services spéciaux qui appartiennent à l'État pour Alors, entretenir ce mal-être. je rappelle que vous venez de sortir votre livre «Le réveil a sonné» aux éditions Symbiocratie. On va peut-être avancer parce que j'ai plusieurs, autres questions à vous poser. Allez-y. À un moment, vous dites, «Ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent, c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement». C'est exactement ce dont je vous parle. C'est-à-dire que c'est en s'adaptant au changement, et la science, les philosophes aujourd'hui nous ouvrent des portes pour justement changer, évoluer au niveau de notre mental. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on exploite ces informations ou on bouge pas et on reste comme avant? Donc celui qui va s'adapter au changement, celui qui va comprendre effectivement qu'il y a un certain nombre de choses à faire, de rencontrer l'autre, de discuter avec l'autre, quel que soit ce qui s'est passé dans les 2, 3 dernières années ou même bien avant, quelles que soient ses origines, on discute ensemble et on dit: «Qu'est-ce qu'on fait pour le présent et qu'est-ce qu'on fait pour le devenir ou le à venir?» Ensemble. Mais la première chose à faire, c'est de dire: «C'est quoi ton talent? C'est quoi tes convictions? Mets-moi sur la table qui tu es avec ton potentiel, ton pouvoir, ton Kratos». Le Kratos que le monde te donne à exploiter si tu as envie de l'exploiter. Ça, c'est la première chose à faire. Et alors, à partir de ce moment-là, on va s'adapter à un monde nouveau. Et s'adapter à un monde nouveau, c'est très, très difficile de le faire seul. Il y a très peu de gens qui captent, qui ont l'intuition, qui savent rebondir. C'est infinitésimal, c'est 2% des individus. Donc c'est ensemble. Et ça, je le dis souvent dans mon livre, c'est ensemble qu'on peut s'adapter aux situations. Ensemble, et notre pouvoir, c'est notre talent. C'est pas le pouvoir qu'on va prendre sur les autres. C'est notre pouvoir, c'est notre talent. Notre pouvoir, ce sont nos valeurs. Notre pouvoir, c'est notre ambition altruiste. C'est ça notre vrai pouvoir. C'est en développant ça ensemble qu'on va s'adapter à un monde, au monde voulu et non pas au monde qu'on nous impose. C'est ce travail-là que nous avons à faire pour nous adapter à ce nouveau monde. Alors justement, il y a pas mal de personnes qui font confondre la religion, hein, et la spiritualité. Est-ce que vous pouvez juste clarifier ce point? Alors, bon, la religion, je pense que qu'elle soit juive, musulmane, orthodoxe, protestante, catholique, ça a eu ses bienfaits à une époque, ça a permis de créer des sociétés avec des lois et des normes et de se respecter et d'éviter un certain nombre de saccages. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes passés au-delà de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de prendre en considération cette notion de spiritualité. La spiritualité, c'est vraiment le spirit, c'est l'esprit. Sommes-nous capables de comprendre aussi bien les autres que l'univers, que la faune,
que la flore. Cette ouverture à l'autre. Pour moi, c'est ça, la spiritualité. Mais l'autre, c'est le monde, c'est la terre, c'est l'humain. Ce sont tous ces gens qui sont autour de nous avec des talents différents, des croyances différentes, des convictions différentes. Je pense qu'un homme qui a, ou une femme, hein, excusez-moi, c'est plutôt le mot humain, un humain qui a une dimension spirituelle, c'est un humain qui est ouvert, qui est dans l'accueil. Je ne dis pas que c'est celui qui va vers les autres en permanence, mais si on vient vers lui, il ne rejette pas. Si on tient un discours différent de ce qu'il croit, il ne rejette pas. Il pose des questions du comment, du pourquoi. Et à ce moment-là, les esprits s'ouvrent, les esprits se rencontrent. Et pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est vraiment la rencontre des esprits, des cœurs et des âmes qui vont nous permettre, on n'est pas d'accord, on sort d'une discussion avec des gens avec lesquels nous ne sommes absolument pas d'accord, qu'importe, peut-être que ça va nous déclencher notre créativité. Peut-être qu'on va se dire, bah, si ça se trouve, il a peut-être raison. Il faut que je lui repose d'autres questions. Et c'est comme ça qu'on va avancer dans cette dimension spirituelle. C'est-à-dire, moi, je suis pour un œcuménisme. Je ne suis pas pour une religion qui domine le monde. Je suis vraiment pour cette ouverture où on va pouvoir, ensemble, faire monter nos vibrations, avoir alors ce que j'appelle des mantras ou des prières ou des réflexions qui vont nous permettre de faire évoluer nos réflexions, de faire évoluer, de faire monter nos fréquences et nos vibrations ensemble. Là, on sera dans une spiritualité beaucoup plus générique, beaucoup plus œcuménique et en fait beaucoup plus humaniste. Didier, vous dites, la spiritualité est une arme quantique et là vous, mentionnez la citation, de Nelson Mandela: «La spiritualité transforme un prisonnier en homme libre, un pauvre en roi et la boue en or». Oui, j'adore cette expression parce qu'en fait, si je me réfère aux travaux sur la physique quantique, on sait aujourd'hui que la qualité de nos émotions et de nos pensées, en fait, façonne notre avenir. C'est ce qui fait dire à certains physiciens que le futur est au présent, puisqu'il dépend de la qualité de nos émotions et de notre avenir. Alors, ce qui est important, effectivement, si on relit l'histoire de Nelson Mandela, lui, il a rêvé de cette Afrique, multicolore, où les blancs et les noirs pourraient vivre en paix ensemble. Il en a foncièrement rêvé et pendant 27 ans de prison, il en a rêvé et il a réussi à faire venir des gens dans son rêve et ça s'est réalisé. Ça a pris 27 ans parce qu'ils étaient pas très nombreux. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que et certaines personnes le pratiquent. Quand vous rêvez d'une situation, quand vous rêvez de vivre quelque chose, il y a des gens chez qui ça marche et il y en a d'autres, ça marche pas. Ça, c'est dû à leur niveau de vibration, à la qualité de leurs rêves et surtout à la dimension altruiste de leurs rêves. Si ce sont des rêves égotiques, ça marche de moins en moins. Il y en a chez qui ça pourrait marcher et qui vont me démontrer que grâce à leurs rêves, ils ont une Ferrari et ils ont un magnifique château. Oui, mais y a-t-il pas des cadavres dans le placard? Un rêve sans cadavre dans le placard, c'est quand même quelque chose qu'on a porté. Alors si on est tout seul à le porter, au niveau vibratoire et au niveau de la fréquence, bah, ça va prendre plus de temps pour atteindre l'univers et avoir une réponse. Si on est 10 à le porter, ça va peut-être prendre 10 fois moins de temps. Si on est 1000 à le porter, ça va peut-être prendre 1000 fois moins de temps. Et c'est et en fait, on le voit à travers, les récits de Mandela, mais il y en a plein d'autres, hein, qui ont vécu des choses équivalentes et je reprends aussi dans mon livre, la parabole des trompettes de Jéricho, heu, avec cette fréquence, avec cette vibration qui ont fait tomber les murs, eh bien, c'est ça aujourd'hui, en fait, dans lequel nous sommes au niveau, spirituel. C'est-à-dire que si ensemble, nous portons un rêve commun et qu'ensemble, nous le faisons vibrer très fort, il y a des chances que nous puissions le réaliser. C'est en ça que la spiritualité est une arme quantique, c'est-à-dire qu'en fait, ça va quand même être très difficile même avec la 5G, de bloquer ces fréquences-là et ces vibrations-là et ceux qui sont dans la partie sombre le savent et c'est ça qui leur fait très, très peur aujourd'hui.
parce qu'ils ne pensaient pas que 40% de la population de la planète refuserait de rentrer dans leur jeu. Alors Didier, dans votre livre Le réveil a sonné aux éditions Symbiocratie, qui est sorti au mois d'août, que tout le monde peut se procurer dès maintenant, vous parlez de l'importance de la culture. Et là, vous utilisez une citation d'André Malraux qui mentionne: «La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. La culture est l'héritage de la noblesse du monde. La seule force que nous ayons en face de l'élément de la nuit, c'est précisément tout ce qui en nous échappe à la mort.» Oui, bah oui. Alors, c'est une belle phrase, en fait, qui rejoint la notion de l'âme, parce que l'âme survit à la mort. Et lorsque nous avons effectivement cette culture, alors on a parlé tout à l'heure de ces familles qui se marient entre eux, que ce soit les princes, les rois ou les multimillionnaires. En fait, qu'est-ce qu'ils entretiennent, eux? Ils n'entretiennent pas une culture, ils entretiennent une croyance. Ils entretiennent des peurs, ils entretiennent des angoisses, qui est la peur de perdre le pouvoir, la peur de perdre leur richesse, la peur de l'ennemi, la peur de l'autre. C'est ça qu'ils entretiennent parce que ils sont arrivés à un tel niveau, enfin, ils s'imaginent être à un tel sommet qu'ils ont peur d'être remis à zéro. Donc, voici ce qu'ils entretiennent et donc ils ne développent pas une culture parce que s'ils développaient une culture de l'humanité, une culture de l'autre, ils se rendraient compte qu'en fait, ils pourraient être 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus riches en s'y prenant autrement. Mais aujourd'hui, ils sont bloqués et ils sont persuadés que c'est en détruisant qu'ils vont pouvoir augmenter leur pouvoir et leur richesse, alors que c'est tout à fait le contraire de ce qu'il faut faire. Donc le pouvoir des autres, ceux qui n'appartiennent pas, ne sont pas dans ce système-là, ceux qui veulent aller vers la lumière, effectivement, cette phrase de Malraux, c'est de dire: «Rencontrons-nous, plus nous allons nous rencontrer avec nos différences, Di différences d'origine sociale, différences d'origine culturelle. Plus nous allons échanger là-dessus et en fait, plus nous allons nous enrichir. Plus nous allons créer de connexions au niveau psychoneurologique pour se comprendre et plus nous allons nous comprendre, moins nous accepterons les guerres parce que nous allons effectivement, nous aussi, nous marier entre nous. Alors le la notion de mariage, c'est une notion très, j'allais dire abstraite parce qu'on se marie en échangeant nos convictions, en échangeant nos croyances et à partir de ce moment-là, on va créer un monde extrêmement riche de nos différences et cette phrase de Malraux est importante parce que on va donc enrichir nos âmes et nos âmes qui sont venues sur cette terre incarnées en êtres humains, elles sont venues vivre une expérience. Elles ne sont pas venues vivre l'expérience de la mort, puisque de toute façon, elles s'échapperont de notre corps. Elles sont venues vivre l'expérience de la vie et de la créativité. Et c'est ça qu'il faut bien retenir, c'est que ce qui bout en nous, ce qui fait que certaines personnes sont mal, sont dépressives, c'est que l'âme est en train de crier au secours et c'est pas en lui filant des médicaments que l'âme va se réveiller ou que l'âme va pouvoir émettre sa créativité et son instinct de vie. Donc, c'est en se libérant de tout ça et en se rencontrant et en créant ensemble que nous allons, le jour où nous partirons, où notre corps ne sera plus en état de conserver notre âme, le jour où notre âme va partir dans cet au-delà qui, de mon point de vue, existe, eh bien, elle va partir enrichie. Et si, comme certains le disent, elle se réincarne soit sur d'autres planètes, soit dans d'autres corps, à ce moment-là, elles vont arriver riches d'une expérience, mais pas d'une expérience où on leur a fait mourir par des fréquences basses, de la torture, de la manipulation. Elle va revivre sur des fréquences hautes de bienveillance et de respect des différences. Et je pense que Malraux avait parfaitement compris cette dimension de l'âme qui est importante à prendre en considération. Quelqu'un qui va mal, c'est quelqu'un qui a mal à l'âme, heu et c'est en soignant son âme, en soignant son esprit, en soignant son cœur que déjà on va réveiller les choses. On le voit d'ailleurs maintenant, il commence à apparaître sur les réseaux des gens qui ont été atteints d'un cancer et qui se sont mis
qui sont rentrés en fait dans une dimension spirituelle en jeûnant pendant 40 jours, parfois beaucoup plus, 120 jours, etc. Et qui ont fait de la méditation et qui ont écouté leur âme, etc. Et qui ont vu leur corps se transformer et leur corps guérir. On s'aperçoit donc, et je pense que les civilisations anciennes avaient beaucoup plus de pouvoir, quand je parle de civilisation ancienne, je remonte à 1000 ou 2000 ans, hein, avaient beaucoup plus de pouvoir sur la nature, sur notre corps, que nous n'en avons aujourd'hui. On se laisse réduire, et c'est cette dimension de réduction que les forces noires souhaitent absolument nous imposer, alors qu'en fait, on a des capacités extraordinaires. Mais pour ça, il faut commencer à accepter par se réunir, il faut commencer par accepter à aborder des sujets spirituels qui nous réunissent pour pouvoir augmenter nos fréquences et ressortir de là en étant regonflé à bloc et pouvoir chacun ensuite reproduire. Et c'est un petit peu ce que Jésus a fait avec les 12 apôtres, hein. Allez et multipliez-vous. C'est vraiment on est là-dedans. C'est-à-dire que, on peut se retrouver en un même lieu, en un même jour régulièrement, c'est très bien, mais il faut aussi se démultiplier sans cesse pour pouvoir apporter, non pas la bonne parole, mais encore que, la bonne fréquence et la bonne vibration. Alors Didier, dans votre livre, Le réveil a sonné aux éditions Symbiocratie, très inspirant avec beaucoup d'informations. C'est un livre qui fait un petit peu chaud au cœur, en fait. On est dans le thème. Est-ce que vous pouvez nous parler, parce qu'il y a un côté très pragmatique aussi, et exercice potentiel à faire. Vous parlez des mantras et de l'hypnose créatrice. Vous pouvez nous expliquer un petit peu les formations, les concepts que vous avez développés et ce que vous mettez à disposition? Oui, enfin, je suis pas le seul à faire ça, hein. C'est vrai que en hem, quand on a commencé à travailler avec mon ami, Philippe Leron, on a commencé à parler du neuromarketing et de l'hypnose créative dans les années, 92-93, hein, 90-92. C'était après la guerre du Golfe, donc c'était 92, 93, 94, et cetera. On a sorti notre premier livre, qui est épuisé d'ailleurs, qui s'appelait «Les richesses économiques du cerveau». Hem, donc Philippe qui est neurologue et qui m'a formé à l'hypnose ericksonienne et à partir de là, lui, il utilisait l'hypnose ericksonienne avec des gens qui ont eu des accidents cérébrovasculaires et je lui ai posé la question en lui disant: «Mais si on n'a pas eu d'accident cérébral vasculaire, est-ce qu'on peut, faire de l'hypnose et de l'hypnose créative pour développer des potentiels?» Et il m'a dit: «Bah, oui, certainement» et c'est de là que tout est parti. Donc nous avons, à partir de l'hypnose ericksonienne et lui a particulièrement, développé des exercices, en hypnose créative pour aider les gens justement à imaginer un futur, à imaginer une rédemption, à imaginer une guérison qui parfois peut prendre corps. Et donc moi, j'accompagne aussi les gens et de préférence en groupe, parce que c'est beaucoup plus riche qu'en individuel, à, travailler sur leur mental, à travailler sur leurs rêves et à travailler sur leur pouvoir et leurs possibilités. Quand je parle de pouvoir, je ne parle pas d'un pouvoir politique qu'on prend sur les autres, je parle de son pouvoir par rapport à soi-même et à l'humanité. Et quand je parle aussi de mantra et quand je parle aussi d'écrire des textes, qui soient porteurs de rêves, porteurs de vibrations hautes, donc j'entraîne les gens à faire ce type d'exercice par eux-mêmes et ensuite à enseigner aux autres. Parce que, c'est pas moi qui vais aller me balader dans le monde entier pour faire ce genre de choses. Je ne suis Puis je suis pas seul à faire ça. Il y a des tas de gens qui font ça avec des méthodes différentes, avec, des approches différentes. L'essentiel, c'est d'avoir le courage de sortir du déni et de se dire: «J'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir par rapport à moi-même, mais j'ai un pouvoir par rapport aux autres. Je peux aider les autres à
augmenter leur vibration et à passer à autre chose. Alors évidemment, ça demande beaucoup de discernement, ça demande beaucoup de travail et ça demande aussi beaucoup de lâcher prise. Ça demande, et ça c'est la grosse différence et j'interpelle les gens là-dessus, il y a énormément de coachs, qui se présentent, sur Facebook, sur LinkedIn, ils ont tous la potion magique, c'est absolument hallucinant. Heu, mais il y en a beaucoup qui sont avec des approches sombres, avec des approches qui vont vous faire baisser la fréquence et donc il est important, là, d'avoir son ressenti, d'avoir son jugement. Il y a des gens qui prennent le pouvoir sur l'autre avec des techniques manipulatrices et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc il est très important, après une séance, après avoir rencontré quelqu'un, de se dire: est-ce que je le ressens? Est-ce qu'il est pour moi? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça m'a fait du bien? Voilà et il y a des gens qui attendent, en plus, d'un coach, que le coach leur dise quoi faire, comment faire et cetera et là, très souvent, ce sont des coachs qui prennent le pouvoir sur l'autre et ça, c'est extrêmement dangereux. Vous devez ressortir de chez un coach en étant libre de revenir ou de ne pas revenir. Ça, c'est une des clés principales. Vous devez sortir de chez un coach en vous sentant bien et en étant capable de parler de ce qui s'est passé. Ça, c'est élémentaire. Donc surtout, c'est ce pouvoir de discernement qu'il faut conserver par rapport à un coach. Et il y a des gens qui sont dans des états de faiblesse, dans des états moi j'en vois, j'en rencontre, hein, de gens qui me disent: «Ah mais moi je voudrais faire au moins une dizaine de séances avec vous». Non, vous faites une séance et si vous voulez un rendez-vous pour une deuxième séance, vous me rappelez pendant la semaine. Et ils ont l'impression qu'à ce moment-là, je les abandonne, que je refuse de m'occuper d'eux. C'est parce que, en fait, un vrai coach, un bon coach, c'est quelqu'un qui vous reconnaît comme étant un humain libre et non pas: «On va prendre un autre rendez-vous et je vais faire tourner mon agenda et mon chiffre d'affaires». Ça, c'est très, très, très important. Tous ceux qui rentrent dans des systèmes, où on vous a vendu, 50 séances, et en plus en ligne et cetera, bien, c'est qu'en fait, vous avez besoin d'un papa ou vous avez besoin d'une maman. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne et vous prenne par la main pour faire votre chemin et ça, c'est pas du coaching. Heu, pour développer sa spiritualité, il faut pouvoir donc sortir peut-être avec une angoisse de chez le coach en se disant: «Bon, bah, alors, est-ce que je reprends rendez-vous?» Et moi je dis à aux gens qui viennent me voir: «Allez vous promener, regardez s'il y a des hasards, regardez s'il y a des synchronicités, regardez s'il y a des choses qui vous interpellent». Ça va faire de la matière pour qu'on en reparle dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. On peut reparler, en visioconférence comme on peut reparler en physique. Mais ce qui est important, c'est que vous dépassiez votre peur de l'abandon, que vous preniez conscience que vous êtes capable de mener votre vie et que vous n'êtes pas en dépendance de quelqu'un. Parce que si vous êtes en dépendance de quelqu'un, vous êtes en dépendance d'un gouvernement, vous êtes en dépendance d'un homme politique. Vous n'êtes pas un humain libre. Didier, sur le concept d'hypnose créatrice, donc c'est une prestation que vous proposez qui consiste finalement à passer de l'intuition à l'action, de l'émotion à l'expression, du sentiment à la matière. Est-ce qu'on peut aller un peu plus en détail par rapport à ça? On approche assez de la fin de cette interview, mais ce point est à mon avis crucial parce qu'en fait ça permet aux personnes qui sont pas à l'aise ni avec des mantras, ni avec d'autres techniques, de pouvoir développer le potentiel qu'ils ont en eux, dans l'énergie du cœur. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur ce qu'il faut faire, comment ça se passe, etc. Oui, alors, en fait, une fois qu'on a fait 2, 3, 4 séances d'hypnose, on peut ensuite en faire soi-même. Entre l'hypnose et la méditation, bon, il y a un travail de mise en état de relaxation, mise en état de détente corporelle et mentale et par ma voix et par une musique que je choisis,
je travaille avec les personnes. D'abord, je les ai rencontrées. D'abord, elles m'ont expliqué pourquoi et comment. Et ensuite, je les fais travailler à la fois sur le plan, j'allais dire, des échanges entre les hémisphères droit, les hémisphères gauche, les différentes régions du cerveau, etc., pour que tous les circuits neuronaux puissent se reconnecter et retravailler ensemble. Ça fait partie des premières séances. Donc, pour ça, j'ai une méthode que Philippe Leron m'a enseignée et que lui aussi enseigne. On peut trouver, ses coordonnées sans problème et on peut sinon, je les communiquerai. Donc et il a écrit aussi un livre qui explique très, très bien ça avec des DVD, qui expliquent ça sans problème. Donc parce que c'est pas une méthode qui m'appartient, je veux dire, je suis pas le gourou du système, je partage, hein. Donc je fais en général 2, 3 séances avec les personnes, soit en individuel parce qu'il y en a qui préfèrent, soit en collectif. Alors en collectif, c'est toujours pareil, moi je suis pour le ensemble et quand les gens me disent: «Je voudrais le faire en collectif», je dis: «OK, trouvez-vous 2, 3, 4 personnes qui veulent le faire avec vous». Parce que ça fait partie de la démarche. Voilà, ça c'est le premier truc. Le 2e, c'est que donc on va faire ces exercices ensemble et je vais donc apprendre aux gens à faire travailler leurs différentes parties de cerveau. Ensuite, on va travailler sur leurs rêves et non pas sur leurs angoisses. C'est-à-dire que l'approche, c'est de dire: «Bien, de quoi je rêve de quoi? Je rêve d'un monde meilleur, je rêve d'avoir mes petits-enfants avec moi tous les week-ends, je rêve d'enseigner, je rêve de peindre, je rêve». Bon, et on va travailler là-dessus. Mais quand on va sortir de la séance et on va débriefer et on va dire: «OK, maintenant concrètement, quels sont les gestes que je pose pour réaliser mon rêve?» Parce que c'est très, très beau de rêver. Il y a des tas de bouquins qui existent, hein, Le Secret, enfin, depuis Murphy dans les années 50, 60, il y a plein de trucs qui existent. Rêver, puis ça va venir tout seul. Non, si tu bouges pas ton cul, ça viendra pas tout seul. Donc pourquoi? Parce que la vibration, la fréquence qu'on va émettre pendant ce rêve, il faut aussi l'émettre par nos actions, par nos gestes. Et il y a beaucoup de gens qui, du fait de leur éducation, du fait de leur vie, ils vont rêver de ça, mais dans leur quotidien, ils vont émettre des fréquences différentes par leurs gestes. C'est-à-dire que: «Ah, j'aimerais rencontrer des peintres pour pouvoir apprendre et cetera». Et puis, ils voient une possibilité: «Oh mais non, il a une sale tête, j'irai pas le voir. Oh mais non, il m'inspire pas confiance, j'irai pas le voir». Donc, heu, il y a des portes qui s'ouvrent, l'univers qui t'envoie des informations, mais du fait de tes peurs, de tes angoisses, de ton éducation, parce qu'on parle pas à n'importe qui quand on connaît pas ou des conneries de ce genre, eh ben, on va on se referme les portes au nez. Donc c'est voilà, c'est exactement, par les actions, ce qu'on peut faire. Moi, j'ai accompagné des gens qui étaient au chômage, par exemple, et qui dit: «Moi, je rêverais aujourd'hui, je suis directeur financier, j'aimerais être menuisier». Ah OK, très bien. Et alors? Bah, j'aime le bois, j'aime tout ça. J'étais allé rencontrer des menuisiers? Non. On va faire une séance en hypnose créative où tu t'imagines en train de rencontrer des menuisiers, des gens qui font venir du bois, des bois rares, enfin des ébénistes qui font des meubles un peu spéciaux et cetera. Donc je l'ai mis dans le rêve. Il me dit à la fin du rêve, parce que c'est quelqu'un de très, très, très rationnel, il me dit: «OK, je fais quoi avec tout ça?» Bah, j'ai dit: «Tu passes à l'action» et et il m'a dit: «C'est fou parce que je prends la même», ah bah, il m'a rappelé, 2 jours après ou une journée après. Il me dit: «Je prends la même route tous les jours pour rentrer chez moi et il y a une chose que je n'avais pas vue, il y a un panneau avec marqué ébéniste et ça fait 10 ans que je prends cette route et je n'avais jamais remarqué ce panneau et je me suis arrêté pour discuter avec l'ébéniste qui est implanté là depuis 30 ans et je n'avais jamais vu ce panneau». Voilà exactement comment on va créer un hasard ou, une Une synchronicité. synchronicité, oui. Ouais, mais on va la créer, en fait, parce qu'on a énormément d'informations sous le nez, mais grâce à ces séances d'hypnose créative, ça va déclencher des choses. Alors, moi, ce qui m'a marqué dans votre livre, beaucoup de choses, j'ai ceci dit retenu, croire en soi et dans les autres. Ça me paraît Oui. un point hyper important. Croire en soi et dans les autres. Alors croire en soi, en fait, avec les exercices dont on vient de parler, avec les mantras, les prières et cetera, c'est ce qui se développe, OK? Mais on ne peut croire en soi que si on rencontre les autres et plus je crois dans les autres, alors
Ça demande du temps de faire confiance, ça demande du temps de découvrir, ça demande du temps de comprendre. Et c'est pas dans le savoir. Vous pourrez lire 50 000 livres sur les autres, c'est pas comme ça que vous découvrirez les autres. Ça peut vous donner des pistes. Mais si vous vous réfugiez sans arrêt dans le savoir, vous ne pouvez pas comprendre. Donc croire en soi et croire dans les autres, c'est en fait un effet systémique. Je commence à croire en moi avec les exercices que je propose, et puis je me mets à rencontrer des gens nouveaux, des gens différents, et je finis par croire dans certains qui croient en moi. Et s'ils croient en moi, je crois en eux, et s'ils croient en moi, je crois en moi. Est-ce que vous voyez l'effet systémique que ça procure? Une fois qu'on a construit ça, on peut commencer à imaginer qu'on va construire des tribus ou des villages, pour revenir à notre point de départ de la discussion, qui vont pouvoir être une réponse par rapport à l'avenir sombre, parfois noir, qu'on nous propose. Mais il faut passer par cette étape. Et tous ceux qui créent des associations en ce moment sans passer par ces étapes de découverte de soi, de découverte des autres, de création de la confiance, bah, dans 90% des cas, ça échoue parce qu'il y a des gros égos qui s'infiltrent, parce qu'il y a des peurs, il y a des stress, il y a des angoisses qui s'infiltrent. Ok, alors Didier, le réveil a sonné, c'est vraiment le Oui, moment. c'est vraiment le Aux, moment. aux Absolument. éditions Symbiocratie. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, des conseils déjà, comment on peut vous joindre Alors, et- j'ai tout marqué dans le livre, comme vous pouvez le remarquer, Oui, puisque, en fait, effectivement, je souhaite que nous partagions. Il peut y avoir des histoires à partager. Je souhaite, puisque vous le savez, j'ai une chaîne YouTube et une chaîne Odyssée dans lequel j'interviewe des gens qui ont eu des synchronicités, qui ont eu des hasards, qui ont eu des vies absolument insensées, dans une dimension qu'on pourrait appeler spirituelle. Et je souhaite continuer à interviewer ces gens-là parce que ce sont des modèles, ce sont des exemples. Il y a des gens totalement inconnus qui vivent au fin fond d'un village, dans 40 mètres carrés, et qui disent: waouh, mais moi je ne suis rien. Non, 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 je le dis sincèrement, vous n'êtes pas rien. J'ai besoin de vos histoires, j'ai besoin de vos témoignages, j'ai besoin de vos modèles et de vos exemples pour inspirer le monde. Et ça, c'est ce que je mets en ligne sur sur ma chaîne. Donc, vous êtes les bienvenus. On a, avec ma conjointe, un petit local à Lutry. Donc, c'est en Suisse, évidemment. Il faut y venir. Mais j'ouvre charmant les portes. village d'ailleurs, au bord du lac. Oui, c'est un très, très beau village. Et donc j'ouvre les portes, ça fait aussi partie de ce que je fais bénévolement, c'est-à-dire que je propose aux gens de leur faire leurs vidéos bénévoles s'ils veulent faire des conférences. Ils pourront faire leurs conférences bénévolement, pour pouvoir se tester, se roder. Je vais les filmer en conférence, et cetera. Donc tout ça, c'est où les portes sont ouvertes pour ceux qui veulent, qui ont des sujets qui peuvent nous intéresser, qui rentrent dans notre ligne éditoriale, on va dire, mais bon, la ligne éditoriale, je crois qu'elle est claire. On l'a annoncé grâce à vous, grâce à votre interview. Donc, voilà, le livre, on peut le trouver alors il est sur Amazon, il est sur thebookedition.com. Normalement, il devrait être à la Fnac, si mon distributeur a bien fait son boulot, parce que je le paye quand même régulièrement pour qu'il le fasse. Euh, et dans le livre, il y a toutes les coordonnées, aussi bien le site internet que mon adresse mail pour pouvoir nous rejoindre, pouvoir échanger. Voilà. Alors ça prend pas mal de boulot, ça prend pas mal de temps et on n'est pas disponible en permanence, donc patience. Je réponds à tout le monde. Sachez que 2 à 3 fois par mois, le lundi soir, on fait des conférences et que les portes sont ouvertes pour venir à nos conférences, d'une part, et pour faire des conférences si vous avez envie d'en faire, d'autre part. Et puis, on commence aussi à travailler avec des entreprises qui comprennent effectivement cette notion de fréquence, cette notion de vibration, qui ont parfaitement compris que la créativité, le management, tout ça, ça allait changer et qui sont en train de mettre en place effectivement une approche nouvelle en management pour créer du sens, créer de la dynamique humaine et de la motivation et de l'application sans qu'il y ait de casse humaine. Voilà, Didier cher Reynard, Ludo. merci beaucoup pour cette interview. C'était un plaisir de vous avoir pour vous présenter ce livre, Le Réveil a sonné aux éditions Symbiocratie.
Inscrivez-vous maintenant, très important, à la chaîne France Liberté et Conscience Astrale, puisque c'est en coproduction. Cette interview sera sur les 2 chaînes. Didier, est-ce que vous avez, un petit mot de la fin? Ces prochaines années risquent d'être un petit peu compliquées, à différents Être niveaux. Est-ce qu'il y a des opportunités fabuleuses qui vont se présenter, par la suite? Et quel est le dernier mot que vous, donneriez à nos, auditeurs? Le dernier mot, je le répète sans arrêt, nous ne pourrons nous en sortir qu'ensemble. Alors il est temps de mettre nos égos de côté, il est temps de mettre nos talents sur la table, de mettre nos volontés sur la table. Il n'y a qu'ensemble, et à chaque fois que nous nous laisserons diviser, monter les uns contre les autres, on prendra du recul. Donc c'est vraiment ensemble, c'est à travers tout ce qu'on fait, tout ce que vous pouvez faire ensemble, qu'on va pouvoir, s'en sortir parce que les 2 ou 3 prochaines années vont être rock'n'roll. Alors je rajouterais qu'il faut sortir de sa zone de confort, en Oui, permanence. Et vous avez compris. ne pas avoir peur et se centrer dans la bonne énergie, voilà. En fait, sortir de sa zone de confiance, c'est effectivement aller vers des gens qui vous inspirent confiance et qui vont vous aider à sortir de votre zone de confiance. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Merci beaucoup, Didier Reinhardt. À bientôt. À bientôt.